Bienvenue à tous, bienvenue dans la Cité du Livre. Au sommaire de cette émission pour la Journée de la Femme, un livre qui parle des Femen et d'Ina Shevchenko, leur leader, et qui nous parle aussi d'Ukraine, de militantisme avec en filigrane une histoire d'amour. Un livre un peu ovni, non? On va voir, signé Caroline Fourest qui est avec nous et on vous retrouve dans quelques secondes. Pour en finir avec Eddie Bellegueule, c'est le titre d'un roman, vous le savez sans doute, qui cartonne en librairie, écrit par Édouard Louis, qui nous raconte l'homophobie ordinaire au fin fond de la Picardie où il a grandi. Nous avons pu rencontrer l'auteur. Et puis pour rester totalement cohérent avec cette émission spéciale Journée de la femme et lutte contre les discriminations, Aurélie Marciro nous fera découvrir un abécédaire très utile puisqu'il nous donne les mots pour lutter contre le machisme et le sexisme, sans oublier comme toujours les meilleures ventes de la semaine en librairie, côté roman et côté essai. Mais pour l'instant, on est très content d'accueillir Caroline Fourest, comme toujours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez donc nous parler d'Ina, publiée chez Grasset. Ina, c'est bien sûr Ina Shevchenko, la leader des Femen. Alors, les gens étaient un peu interloqués ou embêtés en recevant ce livre parce qu'ils ne savaient pas très bien, on peut les comprendre, s'il s'agissait d'une enquête sur les Femen ou le récit de votre histoire d'amour. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de répondre. Vous comprenez la gêne ou le désarroi ? Oui, mais c'est très bien pour un livre de désarçonner. C'est ni l'un ni l'autre en plus. Ouais. Ça n'est ni le récit d'une histoire d'amour qui a beaucoup été mise en avant dans les médias. C'est quand même beaucoup C'est souligné. normal. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est assez en filigrane néanmoins. C'est ce qui permet peut-être d'avancer dans le récit, mais le récit, il est avant tout très politique. Ouais. C'est pas une enquête sur les Femen, même si on apprend beaucoup de choses sur leurs coulisses. C'est probablement que c'est peut-être la plongée la plus intime dans leur mécanique intérieure. Je crois que c'est une balade dans notre époque, dans la façon de combattre de façon féministe à notre époque, que ce soit en Ukraine, depuis la Révolution orange, jusqu'à ce qui s'est passé ensuite, parce que finalement, Yanukovych est un des protagonistes de ce livre. C'est grâce à lui que je rencontre Ina, en quelque sorte. C'est lui qui met sa tête à prix. C'est grâce à lui, sans doute, qu'elle a son asile politique au départ. C'est lui qui fait toute la répression des Femen. Et puis, on va aussi visiter et voir des féministes en Tunisie, en Égypte. Mais c'est vrai que le contexte ukrainien rend la lecture de votre livre particulièrement passionnant. La chance fait partie du talent dans cette histoire. Et c'est vrai que ça permet de faire un peu de pédagogie. On connaît ce mouvement Les Femen et en même temps, on le connaît mal. Et on ne sait, par exemple, pas forcément qu'il vient d'Ukraine. Pour vous, c'est essentiel. Vous dire que c'est cette identité ukrainienne qui explique ce militantisme d'un genre très particulier. Ah oui, complètement. C'est ce mélange d'engagement à la fois complètement radical, romanesque, romantique, marxiste, et cette pointe d'international 2.0 complètement faite pour notre époque moderne où il suffit de faire une performance, une action théâtrale, et l'image fait le tour du monde, que ce soit quand elles ont attaqué le siège du KGB en Biélorussie, quand elles vont libérer ou demander la libération d'Amina en Tunisie, ou quand elles attaquent en Crimée. On lit aussi ce livre comme un peu l'histoire d'une désillusion, votre désillusion par rapport à ces Femen. À un moment, vous dites « Ta révolution, Ina, sans amour, ne me fait pas envie et tue mon désir. » Pour toi, on va mettre de côté la question du désir. Mais c'est quoi? C'est le sectarisme de ce militantisme-là qui finit par vous déranger? Mais c'est quelque chose qui concerne moins Femen que Ina, en réalité, là pour le coup, parce que c'est aussi un portrait... Si elle a fini par incarner ce mouvement, quand même, en tout cas en France. Elle est toujours la leader la plus connue de Femen, mais il y a des expressions différentes au sein de Femen. Par exemple, Femen Espagne ou Femen Québec aujourd'hui sont emmenés par les leaders qui sont plutôt très appréciés dans leur pays parce qu'ils se sont adaptés au contexte. Ina a quelque chose de beaucoup plus absolutiste qui est vraiment lié à sa personnalité, qui est lié au contexte ukrainien aussi, parce que je peux le retrouver chez certaines de ses camarades ukrainiennes, mais quand même, c'est vraiment lié à son tempérament. Cette fille de colonel qui aurait dû être une journaliste brillante dans son pays, qui a perdu son travail à cause aussi du gouvernement de Yanukovych ou de cette bande-là, et qui est sans illusion pour la politique réformiste, ou tout court, et qui est persuadée qu'elle va mourir jeune et qu'il faut qu'elle se batte pour la cause des femmes de façon physique. On revient, Ina, dans quelques secondes. Un mot sur l'actualité des Femen avec la crise ukrainienne et la Crimée spécifiquement. Ça date de ces dernières heures. Mais c'est ça qui est fort, c'est que voir des Européennes qui sont capables de se mettre en danger hier pour aller demander la libération d'une Tunisienne, en l'occurrence Amina, aujourd'hui pour demander le respect du peuple ukrainien face aux chars russes. Je trouve ça fort. C'est ça qui est dingue. Spécifiquement ce qu'elles sont en train de faire. Elles ont manifesté en Crimée contre clairement la Russie et Poutine. Donc je ne sais pas à l'heure qu'il est où est-ce qu'elles en sont. Et je pense que ça peut être très très dur pour elles ce qui va suivre. Mais en même temps, quand personne n'a les moyens d'envoyer des chars face à Poutine, quand c'est pas souhaitable qu'on tourne à un affrontement entre l'OTAN et la Russie, que simplement... deux corps et deux paires de seins, en l'occurrence de femmes courageuses, servent à symboliser
cet universel des Européennes qui s'inquiètent pour des Ukrainiens et des Ukrainiens qui ont demandé à être tournés vers l'Europe, je trouve ça extrêmement fort. Une vraie transnationalité. Alors néanmoins, malgré tout ça, vous vous dites dans le livre en désaccord total sur certaines actions, notamment lorsque les Femen mènent des actions en France, à Paris, sur des lieux de culte, Notre-Dame de Paris et la mosquée de Paris. Pourquoi ? Expliquez-nous. C'est pas parce que leur côté anti-religieux me dérange pas du tout. Je pense qu'il est très très sain, surtout dans une époque où les fanatismes religieux remontent. On a besoin de retrouver la force du blasphème et son irrévérence. C'est juste que je pense qu'on peut pas user cette arme, même si c'est une arme qui reste très pacifique au regard des gens qu'elle combattent. Rentrer dans une église, il faut le garder pour des pays où l'église rentre dans le corps des gens parce qu'il n'y a pas de laïcité. Je pense que c'est moins fort de rentrer dans une église à Paris qu'à Moscou ou à Kiev. En même temps, l'hystérie, la haine qu'elles ont déclenchée pour un acte où personne n'a été blessé, à part elles, puisque à Notre-Dame, c'est elles qui se sont fait tabasser, et les cloches de Notre-Dame s'en sont très bien sorties. D'abord, elles sont habituées à être sonnées, et puis les bâtons étaient enrobés de mousse, mais peu importe. La violence des campagnes qu'il y a eu contre elles, qui mélangeaient à la fois la propagande qui venait de Russie, et clairement qui était orientée par le régime russe, qui a été repris par une certaine droite catholique, et une certaine extrême droite tout court, et est absolument renversant sur l'état de nos sociétés. Comment vous la comprenez, l'exaspération qu'elle déclenche en France, ces Femen ? Je comprends. Et Ina en particulier. Ina en particulier parce qu'elle est sans concession, parce qu'elle est elle-même extrêmement brutale dans sa façon de dénoncer et d'agir. Simplement, sa brutalité est une brutalité symbolique. Elle n'a jamais franchi le pas, et ce jour-là, je le condamnerais si c'était le cas, mais elle n'a jamais franchi le pas d'une action qui n'était autre que symbolique et pacifique. À l'inverse, elle prend beaucoup de coups, elle et ses camarades prennent beaucoup de coups physiques de la part de gens qui sont totalement traumatisés à l'idée de ce corps de femme réellement libre, agressif et non plus passif et non plus lascif. Au final, ces Femen, je parle de la France, elles font beaucoup de bien ou un peu de tort aussi à la cause du féminisme au XXIe siècle ? C'est pas la cause du féminisme qu'elles font du tort, c'est elles font beaucoup de bien. Elles ont un bilan incroyable. Je veux dire qu'être à la fois celles qui ont pu dénoncer les mafias et la prostitution à l'Est, dénoncer le sort des prisonniers politiques en Tunisie, dénoncer le régime biélorusse, montrer la solidarité avec le peuple ukrainien en Crimée, tout ça pour des jeunes filles qui ont entre 20 et 26 ans, en l'espace de 4 ans, c'est absolument inouï. Il y a peu de mouvements qui peuvent se vanter de ça. Après, il ne faut pas attendre d'elles d'être la provocation et la solution. Elles sont la provocation, c'est à nous d'imaginer les solutions. Et pour ça, le combat de plume, la précision, la pédagogie restent absolument nécessaires. Et donc, si des fois, en provoquant, elles cassent un peu aussi, c'est à nous de réparer. Merci beaucoup, Karine Fouras. Vous avez vu, on n'a même pas parlé de votre histoire d'amour. Ina, c'est publié chez Grasset. Effectivement, c'est quand même d'abord et avant tout une plongée passionnante dans ce mouvement si particulier des Femen. Merci d'être venu nous en parler à présent. Comme chaque semaine, on va jeter un œil sur les meilleures ventes en librairie. On va d'abord regarder les essais. Frédéric Lenoir, encore lui, de nouveau en tête avec son livre sur les philosophes et la façon dont ils peuvent nous aider à être plus heureux, suivi de la désormais célèbre Mémé, de l'acteur Philippe Torreton, ce cri d'amour à son aïeul. On regarde du côté des romans à présent. Catherine Pancol, toujours en tête avec ses Muchachas, suivi d'Édouard Louis. Et on va précisément s'attarder maintenant sur ce livre best-seller, En finir avec Eddie Bellegueule. Depuis 7 semaines déjà, le livre est dans le classement des meilleures ventes avec l'histoire de ce jeune homme qui a le malheur d'être né homosexuel dans une bourgade reculée de Picardie. Il s'agit d'un premier roman. Édouard Louis est un brillant jeune normalien passionné de Bourdieu. Maëlys Détroyat et Jane Birman ont pu le rencontrer. Reportage. De son enfance, Édouard Louis, baptisé à l'époque Eddie Bellegueule, n'a aucun souvenir heureux. Ainsi commence le premier roman de ce normalien, âgé de 22 ans. Un premier roman à mi-chemin entre l'autobiographie et l'enquête sociologique. Eddie Bellegueule grandit en Picardie, dans un univers précaire, violent, homophobe. Extrait de ce milieu par la réussite scolaire, il devient Édouard Louis. Muni d'un magnétophone, l'auteur est revenu sur les lieux de son enfance pour y interviewer longuement sa mère et sa grand-mère. Un ouvrage qui lui a demandé 2 ans de travail. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le mettre en place, pour le mener à bout, etc. Et puis, comme j'avais décidé de pousser l'écriture de soi, l'auto-analyse le plus loin possible, il y a eu évidemment des moments dans l'écriture qui ont été difficiles et des choses que j'avais du mal à dire parce que je me disais qu'elles étaient de l'ordre du privé, de l'intime. Mais à mesure que j'écrivais le livre, je me disais que
que l'opposition entre le privé et le public, le politique et le privé, c'est une construction qui elle-même est historiquement et socialement construite et qu'on ne cesse de renvoyer ce qui nous dérange du côté du privé. La force de la littérature, c'est de déplacer le regard sur d'autres réalités, sur des mécanismes enfouis, dissimulés, cachés, sous-jacents. Écrire la vie d'Eddie Bellegueule, c'était s'arracher à Eddie Bellegueule, s'arracher à ce qu'il percevait tout de suite, à ce moment-là, au moment où il vivait les choses. En lisant Didier Héribon, Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, l'auteur décide de se consacrer à la sociologie, une discipline qu'il étudie aujourd'hui à l'École normale supérieure. Les mécanismes de la reproduction sociale sont très, très, très puissants, très forts. Et j'essaye, avec mon livre, de prendre position contre ça, de faire une sorte de contre-feu, de montrer au moins ça. Vous savez, énoncer, c'est déjà dénoncer. Et on m'a beaucoup reproché, beaucoup dit, à la publication de mon livre, vous dites qu'il y a de la violence dans les milieux populaires, mais il y en a aussi ailleurs, ce qui évidemment est le cas. Simplement, je décris une enfance dans un milieu populaire, et donc c'est celle que je connais le mieux, celle que j'ai éprouvée dans ma chair. Quand à la fin du livre, Eddie arrive au lycée, dans un milieu plus privilégié, etc., on lui redit PD. Et il suffit d'avoir allumé son poste de télévision les derniers mois pour voir que l'homophobie, elle n'est pas que dans le milieu que je décris. Et évidemment, j'ignore pas ça. Mais c'est toujours comme ça quand vous publiez un livre, on vous dit ce que vous n'avez pas dit, en fait, plutôt que d'essayer de voir ce que vous avez dit. Édouard Louis a encore des choses à dire dans son prochain roman où la sociologie occupera encore une place importante et dans sa thèse qu'il commencera en septembre prochain sur Bourdieu, Sartre et leur rapport aux classes sociales. Voilà, et après Édouard Louis et l'homophobie, Caroline Foast et les Femmes, voici le livre coup de cœur cette semaine d'Aurélie Marciro, merveilleusement cohérent Aurélie, puisqu'il nous aide à combattre le sexisme et le machisme. Il faut dire qu'il y a un petit contexte ces dernières semaines pour cela. Ah oui, franchement, on ne s'attendait pas au retour des polémiques sur l'IVG. On n'imaginait pas non plus des députés imitant une poule quand une autre élue parle. Ça, c'était les mauvaises nouvelles des dernières semaines. En revanche, on ne s'étonne plus, habitués que nous sommes, aux différences de salaire entre hommes et femmes, aux discrimination post-congé maternité ou encore à l'absence de femmes dans les médias en catégorie expert. C'est pour ça qu'il tombe à pic cet abécédaire que publie Siro, c'est pour les ados, c'est dans la catégorie les mots indispensables pour parler d'eux, donc pour parler du sexisme. Il est signé Jessie Magana et Alexandre Messager. Alors l'idée, c'est pour comprendre le sexisme, les préjugés, il faut avant tout les connaître. Donc voici un abécédaire de 60 mots, donc je vous propose d'aller à la lettre D pour discrimination sexuelle. Le sexisme est une discrimination basée sur le sexe et c'est un fléau mondial, Émilien. Rappelons l'élimination des fœtus de filles en Chine, le mariage forcé dans de nombreux pays dans le monde. Pour mémoire, en 2012, 10 millions de jeunes filles victimes de mariage forcé, parfois dès 13 ans. Et dans un pays comme le nôtre, c'est Bouygues, condamné en 2012 pour discrimination après avoir licencié une de ses cadres qui avait opté pour un temps partiel, licencié donc pour insuffisance professionnelle. Donc pour chaque mot, vous avez donc une première explication, des renvois vers d'autres notions, des conseils bibliographiques selon les âges, vous le voyez, c'est la page jaune, et la page droite, le développement de la définition. Forcément, je ne pouvais pas ne pas parler de la lettre G, comme, bien sûr, théorie du genre. Voilà. Le genre, le sexe, je cite, est donné par la nature. Le genre est construit par la culture. Les études de genre apparaissent dans les années 70 et leurs opposants ont mis en avant une théorie du genre qui n'existe pas, car les études de genre ne visent pas à gommer les différences, bien au contraire. Voilà, c'est dit aussi, et c'est un livre très utile. Ça m'a l'air très bien et très utile, effectivement. Merci beaucoup Aurélie. Votre livre et les livres dont on a parlé aujourd'hui, vous les retrouvez bien sûr sur notre site internet lcpn.fr. Et puis évidemment aussi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, lisez bien. Ciao.